dans les années 90, vous l'avez dit. La Topani a disparu donc, depuis quelques années et je crois qu'il revient donc, avec force et espérons donc qu'il vienne enrichir le travail des journalistes togolais. Vous savez, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont depuis la Topani donc, et les autres comme Forum, etc. ont débuté. Aujourd'hui, le paysage médiatique au Togo est si riche et varié, et avec ses forces et ses faiblesses, ses difficultés aussi. Donc nous souhaitons la bienvenue à Topani et nous allons prendre du plaisir à le lire. Merci, je disais tantôt que nous allons parler de la nouvelle initiative lancée par le gouvernement togolais avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. L'événement a été lancé il y a quelques jours, mais on sent déjà une certaine des réactions venant notamment de la diaspora. Nous avons jugé important de revenir sur le sujet aujourd'hui avec M. Kofi Akapo. Bonjour. Bonjour, et puis bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes diplomate, directeur des Togolais de l'extérieur. Là, vous confirmez? Oui, je confirme. Eh bien, M. Akapo, à ses côtés, M. Safiou Radji. Bonjour. Bonjour. Monsieur Safiou, qui est expert comptable, diplômé, économiste, consultant international. Vous avez eu à travailler sur cette initiative, Monsieur Radji. J'ai eu effectivement l'honneur d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Merci, nous allons revenir là-dessus, mais comme nous allons également parler du clap de fin des élections, nous avons choisi l'une des actrices qui ont été au centre, Madame Mimi Bossou-Sedjere, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Vous avez été tête de liste d'une liste indépendante dans la commune Golfe 5 à Flao-Gakli. Et vous êtes également directrice de la maison des jeunes. Et comme nous sommes en vacances, sûrement que votre maison prépare quelque chose pour occuper utilement nos enfants, nos frères et sœurs. Oui, Sass, j'étais tête de liste du groupe indépendant Les Engagés dans Golfe 5. Nous avons eu un siège, mais grand siège quand même. Et oui, je suis... Il y a grand et petit siège. En tout cas, pour nous, c'est grand. Du moment où c'est la première fois que nous nous présentons. Et il y a eu le même siège que des anciens qui étaient là. C'est quand même pas petit. Et oui, je suis effectivement la directrice de la maison TV5 Monde. Et pendant ces vacances, et comme toujours, nous organisons des activités à l'endroit de ceux-là qui sont en vacances, parce que vous savez, il est très utile d'occuper seulement les enfants pendant ces vacances, surtout quand les parents ne sont pas là. Quand ils sont au travail, que les enfants restent seuls à la maison, on ne peut pas imaginer tout ce qu'ils apprennent et qu'on ne maîtrise pas. Toujours vacances style avec une association qui prépare quelque chose incessamment. Pour en parler comme là, Hossou, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers auditeurs et auditrices. Votre association c'est L'association des jeunes professionnels de l'hôtellerie du Togo. Et vous préparez incessamment Un concours qui est à la 3e édition pour donner une valeur à la cuisine togolaise. Nous allons en parler vers la fin. Et puis un vieil habitué du club La Presse, artiste de la chanson mais observateur de la scène, Max Eman, bonjour. Bonjour Sass. Là, vous êtes venu nous annoncer un petit bébé. Oui, un petit bébé après le ce qui est malheureux. Merci, nous allons y revenir, mais le temps juste que nous découvrions la pensée du jour, c'est une sagesse du terroir. Mimi, la sagesse du terroir togolais dit, il n'y a pas qu'un seul jour, demain aussi le soleil brillera. Je comprends qu'il faut garder espoir en toutes choses et que chaque jour vient avec son lot de trucs à gérer, quoi. Donc, on garde espoir, c'est surtout ça. Il n'y a pas qu'un seul jour, il y aura demain, et demain, le soleil brillera aussi. Alors, ceux qui pleurent aujourd'hui, nourrissez l'espoir que demain, le soleil se lèvera dans votre vie et il brillera. Mais en attendant, demain, Olivier Adja, ce soir à 19 h, les Fennecs d'Algérie et les Lions du Sénégal, ils vont beaucoup prier parce que ce sera la finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Égypte, auriez-vous un favori? Est-ce que votre cœur pencherait pour quelqu'un? Non, que le meilleur gagne. Vous savez, tous ce sont des pays africains, même si le Sénégal vient d'Afrique de l'Ouest, donc comme nous. Mais je crois que les jeux sont ouverts
et celui qui aura plus faim donc, va l'emporter parce que le Sénégal a fait un parcours honorable au cours de cette CAN. Mais l'Algérie, je crois que si on va juger sur les valeurs intrinsèques de chaque équipe, l'Algérie a fait mieux. Mais une finale se joue en 90 minutes et c'est celui qui a le plus soif, c'est celui qui a le plus de hargne, donc qui l'emportera. Et je crois que les deux équipes se préparent ardemment et au niveau de l'Algérie, et les autorités algériennes ont pris ou bien ont voulu faire les choses en grand en transportant plus de 4000 ou 5000 supporters par avion vers le Caire. Donc le Sénégal, les supporters sénégalais aussi sont donc là et je crois que ça va être une grande fête du football africain et comme je l'ai dit, que le meilleur l'emporte. Mais tout compte fait ce soir, on aura un champion et un malheureux. Mais le malheureux, lui aussi, c'est le second de la classe des champions. Donc, ce n'est pas rien. Merci. Et puis, cette finale va se jouer entre deux sélections coachées par des nationaux. Absolument. Aliou Cissé pour le Sénégal, Djamel Belmadi pour l'Algérie. Et comme, je crois, c'est le Canard indépendant qui le révèle que c'est la 5e fois que des sélections coachées par des nationaux arrivent en finale. Cela devra amener les sélectionneurs, enfin disons les fédérations et les ministères des sports à réfléchir. Et puis, avant même que la finale se joue, ce soir à 19 h, le journal Atopani nous apprend déjà que 9 sélectionneurs ont été limogés. Oui, bon, vous savez, en Afrique, on est habitué donc à cela. On ne laisse pas les sélectionneurs construire sur la durée des équipes de football et des nations. Mais lorsque ces sélectionneurs n'ont pas de résultats, ils sont immédiatement limogés. Je ne dis pas que lorsqu'on n'a pas de résultats, il faut rester en place, non. Mais je crois qu'en football, on a aussi besoin du temps pour construire. Lorsque vous prenez le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf, il est arrivé, ça ne fait pas encore 2 ans. Donc, il n'a même pas encore fait 1 an. Voilà, donc il a besoin de construire une équipe compétitive. Le Cameroun a des talents individuels, mais ça ne suffit pas pour être compétitif sur le plan international. Il faut travailler, il faut que les joueurs se connaissent et donc travailler ensemble sur une durée. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette habitude que nous avons en Afrique à limoger à tout va les sélectionneurs. Mais il y a des exceptions, hein, il y a des exceptions. Parfois, on a besoin quand même de se séparer de certains sélectionneurs. Exemple de votre exception. Bon, les exemples sont sous nos yeux. Oui, un exemple, venons de vous. Les exemples sont sous nos yeux, et au Togo, ailleurs. Donc, lorsque le sélectionneur, il a eu assez de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour prouver donc, ce qu'il peut faire et qu'il n'arrive pas à satisfaire la nation, on peut quand même se séparer. Merci. 5 sélectionneurs déjà limogés sur les 24 qu'ils sont ou bien qu'ils étaient à la phase finale de la CAN 2019 en Égypte. Et aussitôt que la finale sera jouée ce soir, nos regards se dirigeront vers le Cameroun qui accueille la prochaine phase finale en 2021. Et déjà hier, le tirage au sort a été fait pour loger les équipes dans les poules. Et le Canard indépendant nous apprend ce matin que le Togo sera logé dans le groupe G. Ce groupe G qui comptera également des équipes comme l'Égypte, le Kenya et les Comores. Et la première journée de la phase finale se jouera déjà le 11. La première journée de la phase de groupe se jouera à partir du 11 novembre. La dernière journée se jouera entre le 9 et le 17 novembre 2020. Eh bien Olivier, si déjà 5 sélectionneurs ont été limogés en Égypte pour insuffisance de résultats, quel est le coach qui va diriger les éperviers pour le démarrage de la phase de groupe déjà prochainement? Olivier? Non, on a un coach pour le moment. On a bien sûr un sélectionneur qui s'appelle comme Claude Leroy.
Et je crois que on peut faire quelque chose. C'est-à-dire l'équipe des éperviers est assez talentueuse pour démontrer quelque chose au cours de ces éliminatoires, même si les derniers éliminatoires n'ont pas été donc à notre faveur. Mais je crois que ce qui nous manque, c'est l'organisation. C'est l'organisation autour de l'équipe des éperviers pour pouvoir affronter ces genres d'échéances. 2020, c'est tout près. Et 2021, c'est tout près. Donc je crois que c'est maintenant plutôt que Claude Leroy devrait penser donc, à composer son équipe, à aller rechercher des talents et à pouvoir donc s'apprêter pour ces éliminatoires-là. Bon, il y a certains qui critiquent déjà sa présence en Égypte parce que c'est lui qui nous a conduits et que nous n'avons pas pu nous qualifier pour l'Égypte. Mais contrairement aux joueurs, lui, il s'est retrouvé en Égypte. Donc sa canne est réussie. Alors que nous, en tant qu'amoureux du football, nous sommes restés sur le quai. C'est ça aussi qui fait un peu mal parce que lorsque nous écoutons notre sélectionneur faire des analyses sur les autres équipes, alors que son équipe est restée au pays, parfois ça laisse à désirer. Donc il faut le rappeler à l'ordre et qu'il s'occupe essentiellement de son travail et qu'il puisse préparer ces échéances-là. Il y a l'Égypte dans notre groupe, il y a le Kenya, on a vu le jeu du Kenya. Au niveau de cette canne-là, ce n'est pas une petite équipe, donc il faut vraiment se préparer. Il n'y a même plus de petites équipes, parce que les Comores, certains diront, oh, bon, on peut quand même pouvoir les battre ou les gérer, mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus de petites équipes. Le Bénin l'a prouvé, et Madagascar l'a prouvé, et le Burundi l'a prouvé, d'autres équipes encore le prouvent. Merci. Eh bien, pour faire le point, la finale va se jouer ce soir au pied des pyramides. Nous, on va regarder devant le poste télé, mais déjà en novembre prochain, démarre la phase de groupe. Si nous voulons participer à la 33e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera au Cameroun. Il faut rappeler également, Olivier, que c'est au Cameroun qu'en 1972, je ne sais pas si vous étiez né, c'est au Cameroun que l'équipe du Togo avait opéré son baptême de feu avec les Kaolo, les Haïtégans, les Kwadé et bien d'autres. Eh bien, il faut que les éperviers arrivent à opérer ce retour aux sources au Cameroun. Absolument, je crois que l'équipe des éperviers donc, a fait de grandes choses. On l'a rencontré, nous le lisons sur les médias et en cette période ou à cette époque-là. Alors que les joueurs en ce moment n'avaient réellement pas de salaire ni des moyens colossaux que nos joueurs ont aujourd'hui. Les primes de match, je ne sais pas combien ça coûtait, et le déplacement, je crois que ces joueurs-là aimaient leur nation d'abord et ils l'ont prouvé. Donc il faut aussi demander à nos joueurs qui sont aujourd'hui là, donc de mouiller le maillot, de mettre l'amour de la nation au devant de toute autre considération, même si la fédération devrait aussi prendre les taureaux par les cornes pour éviter le sketch ou les scènes de Wangen plutôt, où nous avons assisté donc, à des grèves lors du mondial pour des questions de primes. Je crois que lorsqu'on est bien organisé, l'État met les moyens à disposition. On ne peut plus assister à ce genre de choses. Je terminerai quand même en disant qu'il faut aussi que l'esprit de tous les Togolais accompagne les éperviers. Et pour que cet esprit-là, nous puissions être dans cette union, il faut éviter des scandales comme la disparition miraculeuse des fonds qu'on nous prend. Merci. Pour rappeler qu'en 1972, nos aînés, nos parents jouaient vraiment par amour et pour le cœur. La preuve, la grande vedette de l'équipe du Togo de l'époque, Edmond Kossi Apeti, beaucoup plus connu sous le nom de Kaolo, il était tellement riche qu'il a roulé avec une petite mobilette et qu'il a fait un accident, il s'est cassé le crâne et il en est mort. La grande vedette de l'équipe nationale du Togo qui roulait avec une petite mobilette, après une séance d'entraînement, il roulait, il est tombé, il s'est cassé la tête. Et Olivier, c'est après la mort du docteur Kaolo que le Togo a introduit le port du casque pour les motocyclistes. Je présume que vous portez votre casque à moto. Bon, oui, lorsque je suis à moto,
Et je crois que c'est ça aussi, hein, donc les légendes, et ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Ces gens-là donc doivent rester gravés, leur mémoire doit rester gravée donc dans l'histoire de notre pays. Ils ont donné donc jusqu'à leur vie pour l'amour de la patrie. Et aujourd'hui, il faut que ça serve d'exemple à la jeune génération qui arrive, parce que pour une question de prime, les joueurs font grève, ils abandonnent donc l'équipe et la nation, et son image est foulée aux pieds et on devient la risée du monde entier. Je crois que ce sont des situations que nous devons éviter, parce qu'ensemble, on peut, si on aime vraiment le Togo, on peut se comprendre et à la maison, on va laver le linge sale en famille, quoi. Merci. D'un artiste à un autre. Edmond Kossi Apeti, Kaolo était un artiste du ballon rond. Nous venons ici dans ce studio avec l'artiste de la chanson, Max Eman. Un petit mot sur Kaolo hier, les éperviers aujourd'hui et les éperviers surtout pour la CAN 2021. Max Eman. Je crois que Kaolo, on ne cesserait de le dire. Maintenant, le lien aujourd'hui avec ces jeunes des éperviers d'aujourd'hui, je suis souvent offusqué quand on accuse ces jeunes par rapport à la réclamation de primes ou quoi. Le monde a changé, c'est un métier, c'est devenu professionnel, c'est leur métier. Il faut tout organiser. Je ne sais pas comment on peut mettre dans la balance un jeune de 20-21 ans qui est international et un ministre ou bien un président de la fédération. Aimer son pays, oui. Déjà accepter, c'est pas s'ils aiment leur pays. Maintenant, il faut que les supérieurs aussi aiment autant ce pays pour bien gérer les enfants. Vous voyez. Donc, je crois que tout ce qui se passe, généralement, les jeunes, ils sont juste passionnés du foot. Ils viennent jouer, on a dit, c'est leur pays. Ils jouent. Maintenant, c'est aux supérieurs de comprendre que ces jeunes ont besoin de cela, de les mettre dans les conditions idoines pour qu'ils puissent vraiment bien faire ce travail. Et que demain, ils ne décèdent plus comme des docteurs. Oui, mais absolument, je suis d'accord avec vous. On n'a pas dit le contraire. On dit que l'organisation autour de l'équipe des éperviers doit être professionnelle. Et qu'on sait que lorsqu'on participe à une compétition, on doit prévoir des primes, tout cela. Ça, c'est une obligation. Et que l'argent que nous récoltons ne disparaît pas comme par magie. Ça, on l'a dit. Maintenant, je dis aussi que lorsque ce problème se pose, il faut que les joueurs prennent de la hauteur et qu'ensemble, à la maison, on puisse discuter. Avant que les joueurs prennent de la hauteur dans la réclamation légitime de leurs droits, Olivier, vous avez tout dit. Du gouvernement aux supporters, en passant par le ministère des Sports, la Fédération togolaise de football, le staff technique, les joueurs eux-mêmes, il faut que chacun fasse sa part, comme nous y appelle Monseigneur Bariga, et nous nous porterons tous mieux, comme le gouvernement togolais veut que la diaspora se porte de mieux en mieux et vraiment communie avec nous. C'est dans ce sens que cette initiative a été lancée récemment. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Monsieur Kofi Akakpo, rebonjour. Bonjour, chers collègues. Vous qui êtes cadre du ministère des Affaires étrangères, vous qui même dirigez la cellule togolais de l'extérieur, qu'est-ce que c'est ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur que le ministre Robert Doucet a lancé solennellement il y a quelques jours? Merci de m'inviter dans votre studio pour éclairer la lanterne des compatriotes et des amis sur le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Mais avant de vous présenter le Haut Conseil donc, de l'extérieur, je voudrais rappeler que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur fait partie d'un ensemble donc, de projets que nous avons appelés des projets phares contenus dans la feuille de route du gouvernement togolais présentée le 1er avril passé. Cette feuille de route se décline en 3 axes et ces axes sont alors libellés en 10 objectifs. Parmi ces objectifs se situe le Haut Conseil des Togolais donc de l'extérieur. Ce Haut Conseil, qu'est-ce que c'est? Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est l'un des projets phares de la feuille de route. Il s'agit ici de mettre en place une plateforme qui rassemble tous les Togolais, individus ou regroupements, afin de leur permettre de mieux s'organiser pour défendre leurs intérêts. C'est également une plateforme permanente d'échanges et d'initiatives en vue de créer une synergie d'action entre les Togolais de l'extérieur, leur gouvernement
et leurs concitoyens vivant au pays. Je voudrais vous faire un petit peu l'économie de la justification donc, de ce projet et vous parler ici de sa mission. Quelle est exactement la mission donc, du Haut Conseil? La vision du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, que nous avons également appelé en abrégé le HCTE, est de se constituer en une véritable instance fédérative, inclusive et représentative de toutes les associations des Togolais vivant à l'extérieur. Et de cette vision découlent les principales missions suivantes: rassembler tous les Togolais et Togolais de l'extérieur sans distinction aucune, assurer la pleine participation des Togolais et Togolais de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Togo et faciliter leur intégration dans la vie nationale, faire mieux connaître et respecter les conventions, lois et règlements, susciter les actions sociales susceptibles d'améliorer leurs conditions donc, de vie. Je passerai très rapidement également sur l'organisation fonctionnelle donc, de ce Haut Conseil. Quels seront les organes constitutifs donc, de ce Haut Conseil? À ce niveau-là, je voudrais vous soulager un peu, Safiou Radji, expert diaspora, lors du lancement, on vous avait écouté en tant que consultant international dans la conception de ce projet au Conseil des Togolais de la diaspora. Alors, comment est-ce qu'il va fonctionner concrètement, M. Radji? En fait, pour dire les choses un peu succinctement, il s'agit d'un outil que le gouvernement souhaitait comme étant une instance participative. Donc c'est vraiment une démarche qui repose d'abord sur la participation du maximum des Togolais de l'extérieur. Et cette réponse venait du fait qu'il y a eu un constat partagé par tout le monde, y compris lors des assises qui ont eu lieu en 2014, qui faisait apparaître comme urgence le fait qu'il faut vraiment organiser une instance de dialogue entre le gouvernement et la diaspora. C'est un constat qui est sorti, partagé par tous. Donc, la première demande à laquelle voulait répondre cette instance, c'est disposer d'un cadre de dialogue permanent avec le gouvernement pour que la diaspora puisse désormais avoir une plateforme d'échange permanent. Là, M. Akapo nous l'a déjà dit. Maintenant, pour la mise en forme même. La mise en place du projet, en fait, je rappelais cet élément parce que c'est ce qui guide la procédure qu'on a choisie pour mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. À partir du moment où on veut mettre en place une instance qui doit être un creuset qui regroupe le maximum de gens, il faut choisir une méthodologie qui fasse l'unanimité sur la manière dont les gens seront rassemblés. On a préféré opter pour une formule d'élection des membres de ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur parce que c'est ce qui fait l'unanimité quand on veut rassembler les gens. Quand les personnes sont représentatives dans leur pays, ils sont élus de manière légitime et ça clarifie les choses sur le fait qu'ils sont vraiment des porte-parole des Togolais au titre du pays dans lequel ils sont désignés. Donc c'est ça qui a justifié le mode qui consistait à dire on va faire élire les délégués pays par pays avec une contrainte qui était forte, c'était que les gens devaient être Togolais, prouver leur résidence et puis être capables de dire au niveau des candidats qui sont capables d'animer un groupe. Parce que l'objectif du Haut Conseil, c'est de faire remonter aussi des propositions, des recommandations et des avis au gouvernement. Donc cet aspect-là a été très important et c'est pour ça qu'on a choisi le mode d'élection comme moyen de recrutement. Eh bien, le mode d'élection, les Togolais de l'extérieur sont estimés autour de 2 millions, vivant aussi bien en Afrique, en Amérique, en Europe qu'en Asie. Alors, par quel canal ces élections vont se faire pour dégager une instance véritablement représentative de nos compatriotes vivant à l'extérieur? En fait, quand je parlais d'élection tout à l'heure, c'est aussi parce que c'est l'outil qui permet de pouvoir consulter tout le monde de manière, je dirais, immédiate, simultanée, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation sur le fait que telle ou telle personne aurait été choisie d'une manière différente des autres. Donc on a mis en place une plateforme électronique, qui est d'ailleurs une première dans le monde, de la part d'un pays, de proposer aux membres de sa diaspora d'élire leurs représentants directement eux-mêmes, en passant par une plateforme électronique, pour qu'on soit sûr de la transparence, de la traçabilité des votes, et que ça ne puisse pas être contesté derrière. Donc c'est le choix qui a été fait par le gouvernement, avec, dans cette période, qui est une période, il faut le dire, c'est un projet pilote, puisque c'est un projet un peu innovant, le ministère a choisi la représentativité par rapport à 2 critères importants qui sont objectifs. Le critère de la démographie, là où il y a le plus de représentants des Togolais, c'est là où on a mis le plus
de délégués, ça me semble légitime et normal. Et le deuxième critère qu'on a choisi, c'est le critère financier, sur lequel j'aimerais revenir tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de contes vérités qui sont véhiculés dans la diaspora, et il faut qu'on les déconstruise maintenant. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à faire croire d'une certaine manière que la diaspora qui vit en Afrique est une diaspora qui n'est pas à la hauteur, qui est capable de représenter le Togo à l'extérieur. Ce sont des idées fausses qu'on veut déconstruire lors de cette émission avec mon collègue M. Akam. Merci. Les inscriptions sont déjà ouvertes, je crois, le lundi 15 juillet dernier pour durer 1 mois. Au minimum. Et il y aura au total 67 délégués qui seront élus pour représenter la diaspora. Et ces 77 futurs élus se répartissent comme suit: 45 venant de l'Afrique, 19 de l'Europe, 16 des Amériques et 7 de l'Asie, Océanie. Et vous disiez tantôt que ces quotas ont été fixés en tenant compte de, M. Radji, de 2 critères. Je vais exposer les choses et je laisserai le soin à mon collègue, M. Akapo, de donner des précisions beaucoup plus poussées. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand on doit faire ce genre de projet qui s'adresse au monde entier, c'est d'être simple dans l'approche. Il fallait trouver une méthodologie qui ne puisse pas être contestée de manière un peu légère. Parce qu'on parle d'un État, c'est une question de souveraineté ici. Donc comme c'est une première, la prudence du ministre a consisté en fait à dire prenons les critères qui ne sont pas contestables. Le premier critère, c'est la démographie. Aujourd'hui, il faut le dire, ça se l'a rappelé tout à l'heure, les 2 tiers de notre diaspora vit en Afrique. Et je peux même être encore plus précis. Dans les 2 tiers qui vivent en Afrique, la plupart sont groupés au niveau de la CEDEAO. Parce que ça, c'est des choses importantes qu'il faut qu'on dise, qu'on rappelle, pour que nos frères qui sont en Occident arrêtent de considérer que c'est eux la seule représentation de la diaspora. La deuxième chose que je voulais dire, en ce qui concerne l'aspect critère à prendre en compte, qui est le critère financier, on a regardé en détail l'origine des fonds qui viennent de la diaspora, puisque c'est aussi un des éléments évoqués souvent par certaines représentations de la diaspora, pour dire qu'on doit majorer la représentativité des gens qui sont en Occident, aux États-Unis et en Europe. Là encore, on s'avère à un élément qui contredit cette approche, puisque 70% des fonds qui viennent au Togo proviennent de la CEDEAO. 70%. Les fonds qui viennent par exemple de la Belgique ne représentent pas 2% de la totalité des fonds reçus au Togo. Les fonds qui viennent de la Suisse, c'est 1,60% de ce que reçoit le Togo. Donc ce sont des chiffres. Et la France? Et la France, c'est à peu près 10%. Et l'Allemagne? Encore moins 6%. Et les USA, le Canada? Ils sont moins de 1,2%. Donc les chiffres sont assez éloquents. Les chiffres sont assez éloquents. Et c'est important qu'on déconstruise ces mythes qui font que les gens qui sont en Occident, qui, à juste titre, sont beaucoup plus vindicatifs, parce qu'ils ont un niveau d'éducation élevé, ils ont une capacité à vouloir impulser les choses un peu plus fortes, ce qui est légitime pour les gens qui sont en Occident. Il faut qu'on déconstruise le fait qu'ils s'arrogent le pouvoir de parler au nom de la diaspora. Il faut qu'on dise les choses de manière simple, en considérant que les vrais critères, c'est qui sont les gens de la diaspora qui sont à l'extérieur, et le ministère fait le travail avec l'OMI pour faire un profilage même de la diaspora togolaise. Et la deuxième chose en ce qui concerne les chiffres, que je voudrais préciser, c'est que même quand vous regardez l'origine des fonds, et ça va surprendre beaucoup de gens, ce sont les modestes personnes qui vivent dans la diaspora en Afrique qui apportent 70% des fonds qui viennent au Togo. Merci, M. Radji. Un petit clin d'œil pour nos partenaires. Et vous aussi, vous allez un peu respirer.